Voilà, très bien. Le public est revenu. Alors, nous rentrons dans la dernière ligne droite de ces assises 2025. Alors, Claude Lévi-Strauss, le grand anthropologue, a repris à son compte une phrase de Rousseau. « Quand on veut étudier les hommes, il faut regarder près de soi. Mais pour étudier l'homme, il faut porter sa vue au loin. Il faut d'abord observer les différences pour découvrir les propriétés. » Ce que Lévi-Strauss érige ici en axiome dessine la singularité de la démarche anthropologique, connaître les autres cultures, pour mieux comprendre sa propre culture. Cette démarche, qui procède du détour anthropologique, vérifie l'adage rappelé si souvent par Marcel Détienne, comparer, c'est comparer ce qui n'est pas comparable. C'est, je crois, cette démarche qu'a observée Akiko Awa lorsqu'à la suite d'un premier travail de recherche en France sur la protection de l'enfance, le placement à domicile et l'AEMO, elle découvre la relation éducative qu'elle aurait aimé mettre en place au Japon quand elle y était assistante sociale. Nul doute par ailleurs que ce regard éloigné, qui est aussi observation de près, éclaire l'AEMO et le travail social. Akiko Awa est chercheuse en sociologie, administratrice du bureau de l'AFRIS Paris-Parmentier et, je crois, bientôt, puisqu'elle en a fait la demande, membre de la commission corps, donc de la commission recherche, où elle sera accueillie bien chaleureusement. La France, un modèle pour ailleurs, les valeurs et fonctions défendues par les travailleurs sociaux français par le prisme d'une assistante sociale japonaise. Akiko, je vous laisse la parole. 皆様どうぞよろしくお願いいたします。Peut-être vous préférez en français. Je maîtrise moins bien, mais je vais essayer. Donc, je peux avoir le diapo. Merci beaucoup. La France, un modèle pour ailleurs. Les valeurs et fonctions défendues par les travailleurs sociaux français par le prisme d'une assistante sociale japonaise. Je vais présenter aux trois temps. D'abord, la protection de l'enfance au Japon, la valeur du travail social en France et pour finir, vocabulaire et notions partagées par les professionnels. La protection de l'enfance au Japon. Même si la Convention internationale de droits de l'enfant a été signée en 1990, il n'y a pas de juge des enfants, il n'y a pas d'éducateur spécialisé. Il n'y a pas de brigade de protection des mineurs. Le nombre d'enfants suivis par l'ASE est 0,2% de la population des mineurs. Et comme il n'y a pas de juge, il y a seulement des placements administratifs. Tant que les parents ne font pas de demande, il n'y a aucun service pour les enfants. L'enfant n'existe pas en tant que personne. Et l'enfant a la responsabilité de bonheur des parents. Donc il est mal vu que l'enfant se plaigne ou accuse les adultes. Ce n'est pas dans la pratique de travailleurs sociaux qui entrent dans la famille. Donc l'éducation, le bien-être, les droits de l'enfant ne font pas l'objet de l'intervention des professionnels. Et d'autant plus, ce n'est pas facile pour les femmes de continuer à travailler à plein temps avec un enfant. Le taux de salaire le plus élevé pour les femmes qui travaillent est à 26 ans. Après, ça ne cesse de diminuer. Ce qui montre la difficulté d'être autonome économiquement pour les femmes. Pour des personnes qui veulent aller plus loin, il y a le bande dessinée qui s'appelle Sunny, comme Ensoleillé. C'est un dessinateur qui a vécu son enfance dans les foyers. Donc, il raconte sa vie dans les foyers MEX au Japon. Et ça raconte vraiment ce que je connais très bien. Donc, comparé en France où les travailleurs sociaux essayent de mettre en place les mailles de protection autour de la famille, autour des parents et de l'enfant, tant que les parents ne demandent pas de l'aide, il n'y a pas de service qui touche les enfants. Et puis, si les parents décident de ne pas mettre l'enfant à l'école, l'enfant n'ira pas à l'école.
Donc, il y a quelques situations que même maintenant, quand je ferme mes yeux, ça revient en tête. Moi, j'étais assistante sociale au service de proximité. Donc, c'était surtout les familles monoparentales et puis qui recevaient le RSA. Donc, j'avais l'occasion de parler avec les parents, mais moi avec les enfants. Par exemple, à gauche, c'était une famille où il y a 4 enfants déscolarisés. Ils étaient tous comme 90 kilos ou 100 kilos, ils étaient très grands. Ils étaient tous alités devant la télévision. Mais quand je visite la famille et pour parler des enfants, la maman, elle disait « La prochaine fois que je te vois, je te tue. » Donc, je ne peux pas entrer dans la famille. Et puis, la loi de référence, c'est Constitution 25, mais la loi dit assurer le minimum de vie. Donc, mon supérieur aussi ne me demande pas forcément de visiter la famille ou de parler de l'éducation de l'enfant. Et à droite, c'était une maman de 14 ans que je voyais souvent sur la rue. Et puis, en fait, elle était une des 4 enfants. Et la mère, elle travaillait jour et nuit, donc elle n'était pas là. Donc, ce petit nouveau-né, il était tout seul dans la maison. Et puis, c'était un chien et le chat qui faisaient souci de ce bébé. Mais quand j'ai appelé l'aide sociale à l'enfance, il disait qu'il n'y a pas la preuve de maltraitance très grave. Donc, il ne pouvait pas bouger. Et puis, quand j'ai sollicité le PMI, ils ont dit que le bébé, il est dans le courbe de croissance. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Mais c'était très difficile parce que avec ce loi qui dit assurer le minimum de vie, en fait, même avec les collègues, je ne peux pas parler. Avec les autres institutions, je ne peux pas collaborer. Et avec la famille, je ne peux pas parler non plus. Les mots bien-être ou mal-être n'existent pas. Il est socialement mal accueilli d'exprimer qu'on ne va pas bien ou sa souffrance. La raison d'exister de l'individu est de participer et servir au groupe. Donc, les personnes qui ne sont pas dans le groupe, on n'en parle pas. Les travailleurs sociaux sont souvent des fonctionnaires qui sont mutés tous les 2-3 ans. Le social est exercé la plupart des cas par les administratifs et pas par les travailleurs sociaux. Donc, j'étais une des premières générations qui a été recrutée en tant que travailleur sociaux diplômé. Mais même maintenant, par exemple, cette photo, c'est la ville de Tokyo qui avait mis en place un lieu pour accueillir les jeunes dans un quartier où il y a des mineurs qui vivent sur les rues et qui vivent avec la prostitution. Mais ils n'ont pas eu l'idée de mettre des professionnels là-dedans. Donc, finalement, c'est devenu un lieu de prostitution. Si vous voulez savoir plus, j'ai posté les articles qui ont été écrits en français sur LinkedIn. Et le diplôme d'assistante sociale spécialiste de l'enfance et de la famille a débuté en 2024, mais il y a des écoles où l'enseignement est 100% par vidéo. Donc, sans professionnels, c'est très difficile de convaincre la nécessité d'avoir des professionnels et puis aussi sur la qualité qui est demandée. Donc, sans professionnels, qu'est-ce qu'on fait? Et on fait souvent recours à l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, au PMI, il remet cette application aux nouveaux parents. Cette application traduit les pleurs de bébé. C'est l'application qui dit « j'ai peur, j'ai faim, j'aimerais faire pipi ». Et ils ont commencé à utiliser cette application parce que quand les mères ils viennent à PMI pour dire « je ne comprends pas le pleur de bébé », des choses comme ça, et s'ils ne sont pas convaincus, ils vont dire « le PMI, ça ne sert à rien, ils ne m'ont pas donné des bons conseils ». Donc, au lieu de prendre ce risque, on va dire « utilisez cette application » et comme ça, le PMI ne va pas être critiqué. Et puis, ils ont moins besoin de recruter les professionnels. Et puis, à partir de 2020, l'intelligence artificielle qui évalue le risque d'informations préoccupantes a commencé à être utilisée. Mais le mois dernier, le ministère de l'Enfance et de la Famille a renoncé à l'utilisation de l'IA pour l'évaluation de IP après avoir investi 7 millions d'euros dans le projet. Donc, très souvent, on me pose la question à la fin, est-ce que nous avons aussi des choses à apprendre par le Japon? Là, il y a un retour d'expérience à partager en France.
Donc, mon défi, c'est de réaliser la prévention de protection de l'enfance au Japon. Mais de demander ce qui n'existe pas, ce n'est pas évident. À mon avis, je pense qu'il faut au moins 1 ou 2 expériences avec des professionnels pour que la personne se sente aidée et puis qu'elle soit d'accord sur l'importance des professionnels. Mais comme on n'a pas ces expériences-là, pour informer et défendre les valeurs, par exemple, j'ai traduit la BD « La vie rêvée de Tarakawa Milieu ouvert ». J'ai invité l'auteur Pavo au Japon pour qu'il parle aussi. Et puis, j'ai traduit le film sur AMO à tes côtés. Et j'aimerais bien aussi traduire la vidéo de Sauvegarde 95, qui était très touchant. Mais il suffit d'une seule mauvaise expérience pour que des gens jugent que ça ne les aide pas. Les Japonais, ils pensent qu'en France, il y a tout ce système car les politiciens sont plus intelligents qu'au Japon. Mais ce ne sont pas uniquement les politiciens qui créent tout ce système et la philosophie, et ce sont les personnes du terrain qui font avancer des choses. C'est pour ça que je reçois de l'espoir et courage par vous, par vos pratiques, et je ne souhaite surtout pas que la France de demain soit comme au Japon, donc minimum de budget, les professionnels non qualifiés. Donc, il faut faire avancer des choses tant que les professionnels existent. La valeur de travail social en France. J'adore le militantisme des travailleurs sociaux. Au début, j'étais très étonnée que tout le monde se plaint beaucoup, mais il paraît que 80% des Français ils répondent qu'ils sont heureux, donc peut-être c'est bien pour la santé. Et puis, c'est aussi la motivation à souhaiter une meilleure situation. Et en plus, dans le référentiel, c'est écrit « faire des propositions sur la mise en œuvre des politiques publiques en lien avec les besoins repérés ». Donc, faire des propositions, c'est légitime. Parce qu'au Japon, par exemple, quand je travaillais à la ville de Yokohama, les ressources humaines disaient que si je pense qu'il y a moindre chose à améliorer, il faut que je démissionne. Je fais strictement ce qui a été demandé. Et ce sont les professionnels en France qui ont rendu les choses possibles, qui ont ouvert les possibilités. Par exemple, un accueil de jour pour 15 jeunes déscolarisés en 1993 que j'ai fait des recherches, il proposait plein de projets avec des jeunes, des théâtres, des voyages, et les jeunes allaient bien. Et il y en avait plusieurs qui retournaient à l'école. Donc maintenant, ils ont 30 000 € de budget par année pour faire des activités. Mais le budget n'est pas tombé du ciel. Il n'y avait pas de budget dès le début. Donc, avoir une marge de manœuvre pour faire valoir la créativité des travailleurs sociaux, ça met en avant la passion, la motivation, le plaisir dans le travail. Au Japon, je suivais 80 familles, soit 200 personnes. Ça pousse les professionnels à faire le strict minimum et il y avait un turnover rapide. Même maintenant, plus que la moitié démissionnent au moins d'1 an. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui avaient l'intérêt, mais que c'est le système qui a gaspillé toutes ces personnes-là qui sont motivées. Quand on continue à subir, on fait vivre la même condition de travail aux nouveaux travailleurs sociaux et la condition des usagers ne s'améliore pas. Donc, c'est le militantisme qui fait vivre le social. Et aussi, l'importance d'avoir créé des outils. Il y a autant d'outils en France. Au Japon, je devais enchaîner 10 rendez-vous en restant dans mon bureau. Et ce n'était pas facile à faire bouger des choses, même à parler. J'étais touchée, par exemple, une éducatrice pour un premier appel à la famille. Elle disait « Où est-ce que vous souhaiterez être à l'aise pour parler ? Chez vous, dans notre service, dans un café ? Ou peut-être on pourra faire une promenade ?» Oh, j'étais vraiment très, très étonnée. Mais je pense que ça permet de pouvoir cumuler les expériences qui montrent que ça marche et de sentir qu'on fait un travail utile et de sentir le sens de travail. De pouvoir savoir qu'il y a des enfants qui vont mieux, ça m'a fait vraiment de bien. Là, on voit l'atelier bien-être des jeunes, mais ils étaient très contents. Et donc,
imaginez tous les enfants que je connaissais au Japon qui vont de moins en moins bien. On n'a pas de baguette magique, vous le dites très, très souvent, mais en France, au moins, il y a une bonne recette et les ingrédients à mettre, on connaît. Donc, au Japon, seulement les entretiens au bureau avec les parents, et en plus, il n'y avait pas d'accès direct avec les enfants, et il n'y avait aucun temps humain à partager avec la famille. Mais vous avez créé tout ça. Là, je partage quelques expressions que j'ai beaucoup aimées des travailleurs sociaux. L'importance d'avoir créé des aides concrètes avec une part d'appréciation subjective. Ça, c'est le dessin que les Japonais ils ont fait. Au début, percevoir que l'enfant est fatigué. Après, écouter l'enfant. L'assistant social ne peut pas travailler avec la famille. Il y a le juge qui décide AMO, SMP et TISF, par exemple. Après, l'éducateur aide concrètement à la résolution des problèmes. Comme pour le moment, pour les Japonais, il y a seulement Pavo en tant qu'éducateur qu'ils connaissent, donc ça ressemble un tout petit peu à lui. Et le TISF aussi, aider dans le quotidien. Donc, les travailleurs sociaux participent au changement pour que la famille puisse continuer à vivre ensemble. Et tandis qu'au Japon, il n'y avait pas l'intervention sur l'environnement dans la globalité. Par exemple, le mois dernier, j'ai participé à une colloque internationale et j'ai présenté sur AMO en France. Mais par exemple, les éducateurs de Pays-Bas ou d'Angleterre, ils sont venus me dire qu'ils ont beaucoup apprécié parce qu'ils sentent que les travailleurs sociaux en France sont respectés. Car, ils disaient chez eux, ils sentent de plus en plus jouer le rôle de police, car les polices, ils viennent pour demander les partages d'informations sur les jeunes ou les familles. Il y a même des demandes par la police sur quelle famille intervenir, et puis sans le dire à la famille, il faut qu'ils s'approchent à la famille pour proposer de l'aide. Donc, ils ont dit que le travail social en France, ils ont senti que les travailleurs sociaux, ils travaillent pleinement pour le bien de la famille. Donc, j'étais fière pour l'AMO. Aussi, la créativité des professionnels qui sont mis en valeur. Par exemple, c'est le livret d'accueil de AMO préparé par les professionnels à l'attention des enfants de Fondation Olga Spitzer, qui est traduit aussi en japonais. J'utilise tous les outils possibles pour pouvoir faire parler au Japon. Mais là, avec la créativité, les travailleurs sociaux peuvent se sentir en compétence, acteurs de développement d'action sociale, se sentir libres de proposer de nouvelles actions, participer au développement de métiers avec ses idées et sa créativité, participer à la création d'une meilleure société. C'est comme ça qu'on peut préserver les qualités de travailleurs sociaux, la flexibilité, l'ouverture et la curiosité. Jusqu'au début de cette semaine, il y avait 11 directeurs des associations au Japon de la protection de l'enfance qui étaient venus visiter en France. J'ai fait visiter 21 services et puis structures. Mais à chaque fois, par exemple, il y avait 8 personnes qui étaient présentes pour nous partager leur travail. Dans une service, 8 personnes. Donc les Japonais se disaient, mais comment il arrive à travailler, de prendre 8 personnes sur place pour accueillir les Japonais? Mais c'est ça qui est la curiosité et puis l'inspiration qui permet pour la réflexion de quotidien. Donc, au Japon, on faisait le travail demandé, même si ça ne répond pas aux besoins de terrain, parce qu'on ne pouvait pas mettre en valeur notre créativité. Partage de valeur entre les professionnels. Il y a la formation continue payée par l'employeur, choix qui peut être fait par les professionnels, même si ce n'est pas satisfaisant pour les Français, je pense que ce n'est pas rien. Car au Japon, les assises, les colloques, les formations sont que le samedi et le dimanche. Donc, il y a des personnes qui continuent à y participer ou à apprendre, mais il y a des personnes qui, strictement, ils n'ont jamais participé. Ça fait nourrir les idées, sentir l'affiliation, sentiment de sécurité d'avoir des outils et sentiment de développement dans sa carrière. Donc, au Japon, comme il y a des personnes qui n'ont jamais fait de formation, des personnes de terrain ne partagent pas du tout les mêmes valeurs,
Par exemple, dans les réunions, il pourrait y avoir une personne qui parle de trauma et une autre personne qui pourrait en rigoler. Et le temps. Par exemple, ça c'est un mois de programme pour un travailleur social qui suivait 26 enfants. Ça faisait 14 familles. Mais on voit, par exemple, le 13, elle a passé une journée à l'urgence car il y avait une famille qui avait sollicité pour une fille qui a été violée. Donc, elle est allée au commissariat, à l'hôpital avec cette famille. Donc, de pouvoir être là au moment important pour la famille, c'est très important. Mais même avec 26 enfants, on voit bien que ces journées sont bien chargées. Au Japon, il n'y a pas le temps pour parler avec les collègues et on ne peut pas faire l'action au moment nécessaire. Même si la maman m'appelle pour la première fois, mon enfant ne va pas bien ou mon enfant ne va plus à l'école, je pouvais juste dire je viendrai dans 3 semaines. Et l'équipe. C'est important pour ne pas sentir seul devant les difficultés. Et on peut partager les connaissances et prendre soin de chacun. Quand il n'y a pas l'équipe, bien sûr, il n'y a pas de réunion d'équipe. Il n'y a pas de cap non plus. Et j'avais toujours le sentiment d'anxiété par rapport à la cohérence éthique. Tous les jours, en rentrant à la maison, je réfléchissais, qu'est-ce que je pouvais mieux faire? Mais toutes les réflexions étaient toutes seules. Et je sentais la responsabilité trop lourde par rapport au salaire. La famille et l'employeur peuvent attaquer un professionnel. Donc, tous les travailleurs sociaux devaient payer l'assurance pour payer un avocat pour se protéger. Mais quotidiennement, il y avait les mamans qui disent « Je vais noter ton nom sur un agenda et je vais me suicider ». Donc, c'était très dur. Donc, finalement, on ne prend jamais de risque. Et considérer la souffrance en tant que problème social. Taux de suicide en France pour les mineurs, c'est 1/3 comparé au Japon. Tandis qu'à l'an 2000, c'était semblable. 20 ans plus tard, au Japon, ça a doublé, tandis qu'en France, ça a diminué à moitié. C'est jusqu'à 2020. Pour pouvoir travailler la prévention, la connaissance et savoir-faire des professionnels qui sont partagés et valorisés dans la société, ça aide les vies. Tandis qu'au Japon, il y a le décharge de responsabilité de l'État en individualisant le problème. On ne connaît pas l'histoire des 500 jeunes qui se sont suicidés chaque année au Japon. Il y a une honte d'aller mal, donc un isolement, et ça responsabilise les individus. Et tous les partenaires qui existent. Et la coordination est clarifiée. Ça, c'est un exemple après passage à l'urgence pour tentative de suicide. Tandis qu'au Japon, même si le jeune passe à l'urgence, il n'y a que la famille. Donc, le jeune reste toute seule et les familles aussi. Et le travail personnalisé. Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme pour le but de l'éducation s'est traduit en français « l'épanouissement de soi ». Mais en japonais, c'est traduit « perfectionnement de la personnalité ». Je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais responsabiliser les individus, pour les usagers, il y a un sentiment d'abandon parce qu'en France, on peut réfléchir à ajouter un tabouret ou un tabouret nécessaire pour chaque personne. Mais au Japon, il n'y a pas ce moyen-là. Donc, pour les travailleurs sociaux, il y a un sentiment d'impuissance. On a très peu d'expérience de réussite dans le travail. Troisième partie, les vocabulaires et notions partagées par les professionnels de l'AMO. J'ai fait des recherches de thèse, qui est une recherche ethnosociologie sur les valeurs partagées entre les professionnels de l'AMO en France, que j'ai soutenue le mois dernier. C'était sur les vocabulaires et les notions qui n'existent pas au Japon. Le bien-être, mal-être, l'épanouissement, s'éveiller, soutien à la parentalité, accompagnement, tout ça, ça n'existe pas au japonais. Et je trouve que toutes ces notions sont des pierres précieuses. Donc, j'étais intéressée par où
est-ce que ces notions sont venues? Et puis, comment ils sont utilisés sur le terrain? Comme ce sont des mots qui n'existent pas, donc pour pouvoir illustrer ça, j'ai recueilli les cas exemples, les exemples concrets sur le terrain de l'AMO, et j'ai fait le suivi de 37 familles pendant 2 ans pour savoir qu'est-ce qui a été changé et quel travail qui a été fait. Par exemple, ça c'est le but de l'AMO dans l'ordonnance de juge. À partir de jugements de 37 familles. Les chiffres dans les bulles représentent le nombre d'occurrences de ces catégories d'objectifs dans les ordonnances. Donc les objectifs, on voit que c'est détaillé et nommé. Le juge détaille les pistes pour que l'intervention soit légitime. Quand c'est écrit, les travailleurs sociaux peuvent s'appuyer dessus. Et comme constat, même si les IP concernent le mal-être de l'enfant, il y a plus de pistes de travail autour des parents que les enfants. Mais comme au Japon, je répète, mais la loi de base, c'était assurer le minimum de vie. Sans nommer, c'était très difficile de travailler. On peut juste dire, est-ce que vous avez des choses à me partager, à parler? Est-ce que vous avez des choses que vous voulez travailler? Mais donc finalement, on tourne toujours autour de peau. Je continue sur les notions. Là, c'est un exemple d'une lettre d'éducateur à une jeune. C'est écrit « Bonjour, nous ne sommes pas revus depuis l'audience. Je sais que tu as bien conscience de l'intérêt de ces rencontres et que quand tu seras prête, tu sauras t'en servir pour toi, ton avenir et ton équilibre. S'il y a une référence éducative judiciaire qui a été décidée, c'est pour répondre à la garantie de ta sécurité et de ta protection pour que tu deviennes une adulte épanouie. Là est mon rôle. De te transmettre des repères sécurisants et aussi te permettre de t'appuyer sur un lieu qui te donne les moyens de penser sur ce que tu vis, ce que tu souhaites pour l'avenir dans les meilleures conditions. Tu peux faire pari d'une expérience positive, tu n'es pas seul, je te l'assure. Je me demandais si un des sujets sur lesquels nous pouvions travailler ensemble pourrait être tes envies et tes objectifs maintenant que tu vas mieux. Et c'est très bien le travail qu'elle va mener, les messages qu'elle veut transmettre et toutes les valeurs autour de quoi elle est en train de travailler. Donc, les travailleurs sociaux peuvent être confiants dans le travail à accomplir. Et sinon, peut-être je pourrais juste écrire quand est-ce que ce serait possible de se revoir. Ça, c'est aussi les mots qui ont été utilisés dans l'observation. Mais avec la progression de travail social, ça me fait aussi l'impression que quand même, il y a énormément de pistes à explorer. Et quand il n'y a pas de vocabulaire et les notions, le suivi peut être strictement le minimum et il n'y a pas beaucoup de pistes à travailler non plus. Par exemple, ça, c'est ce qui a été écrit dans la Charte éthique professionnelle des éducateurs spécialisés en 2015. Ce qui était intéressant, c'est que c'est écrit « L'éducateur spécialisé mène des actions selon les connaissances, des savoirs, des savoir-faire, des valeurs, un savoir-être explicité. » Pour une étrangère, ce n'est pas facile à imaginer qu'est-ce que ça veut dire, mais dans ma thèse, j'ai détaillé d'où ça vient, tous ces savoirs. Mais il y a là aussi énormément de valeurs qui sont attendues à réaliser, mais pourtant, personne ne peut être spécialiste sur tout. Et surtout, dans les pratiques professionnelles, j'ai souligné la valeur en tant que processus en continu, individualisé humain et la réflexion permanente. Après 2 ans, pour ces 37 familles, quel changement il y a eu? La moitié des mesures ont terminé. Pour la plupart des enfants, il y a eu un changement positif. C'est la avant-dernière colonne. Les enfants ont été aidés à parler, à comprendre, à restructurer les liens autour de lui et souvent la perception d'eux-mêmes a changé. Tandis que les problèmes évoqués concernant les parents n'ont pas forcément été résolus ou allégés, pour certains parents, l'AMO n'est pas assez, il n'y a pas assez de structure d'aide non plus autour des parents. Mais je me posais la question, s'il n'y avait pas d'AMO,
Là, je parle d'un cas de Manon, 16 ans. Au début, c'était le IP de l'école. Manon est souvent absente quand elle dérange les autres élèves, interrompt les cours, n'écoute pas les adultes, provocatrice, attaquante. Si elle était juste exclue de l'école, comme au Japon. Et en fait, dans la maison, le papa considérait Manon en tant que victime de l'école et le couple a été séparé plusieurs fois et s'est remis ensemble pour Manon. Et les parents considèrent le mal-être de Manon en tant qu'une affaire ridicule, affaire de jeune, et ne prend pas en compte la difficulté qu'elle vit. Tandis que Manon pleure beaucoup et dit qu'elle se sent fatiguée, ne dort pas bien, se sent anxieuse, et elle dit qu'elle a tout fait pour être exclue de l'école. Le Manon a dénoncé la violence et il a été arrêté. La maman dépend des jours si elle soutient la parole de père ou de Manon. La mère appelle presque tous les jours l'éducateur pour demander ce qu'il faut dire et faire avec Manon. Et à chaque fois qu'il y a des grandes disputes, ils appelaient l'éducateur qui organisait la conversation. L'éducateur crée l'occasion pour la mère et Manon de parler sur le futur de Manon, faire beaucoup de balades avec Manon, dans le quartier que Manon aime, les endroits où elle a de bons souvenirs. Les vocabulaires et les notions qui ont été utilisées, c'était trouver l'étayage, trouver des mots pour les passages à l'acte, trouver des mots sur des mots, mettre en récit. L'éducateur a essayé de devenir une adulte à qui le jeune peut faire confiance et parler de ses difficultés, ses souhaits et comment pouvoir les réaliser. Finalement, Manon a décidé d'aller vivre chez ses grands-parents. Donc, un an plus tard, fin de la prise en charge. L'éducateur, appelé tous les 2 semaines, après la stabilisation de la situation, a confié le suivi à l'assistant social de Neuvelle Lycée. L'éducateur a pris soin de l'environnement de jeunes pour qu'il puisse grandir et développer ses capacités autoréflexives. Et même s'il n'y a pas de baguette magique, voilà les ingrédients nécessaires pour une bonne recette. D'abord, l'humain, éducateur comme tuteur de développement, comme tuteur de résilience. Être une adulte qui a continué à croire à la réussite de Manon. Être un tiers dans une relation compliquée. Deuxièmement, le temps. Venir quand il y a une dispute, quand le jeune veut faire une action. Faire beaucoup de choses du quotidien, des balades, café avec sa copine. Et les vocabulaires et les notions. Soutenir pour que le Manon exprime ses souhaits, qu'elle trouve ses façons d'être. Ma mission est de tout préparer pour qu'un jour, si tu as envie, tu puisses parler. L'éducatrice disait aussi, je voudrais que tes souhaits se réalisent. L'ingrédient humain, là je présente la représentation des familles dans une réunion plurie. L'éducateur dit, plus on connaît la famille, plus ça donne envie de donner de temps. Le père pleure beaucoup, la mère pleure beaucoup, les enfants sont hyper attachants, hyper mignons. Les enfants sont bien investis, bien soignés. Madame porte beaucoup d'intérêt à ses enfants, une bonne éducation, soutient bien, ça donne envie d'y croire. Le couple rigole ensemble, ils partagent l'humour, c'est un couple qui peut se parler. Quand ils rigolent ensemble, je ressens un lien fort. On voit que le côté valoriser les points positifs dans la famille et les ressources des personnes. Tandis qu'au Japon, j'avais appris, les familles problématiques, il faut les surveiller. Encore sur les humains, recevoir les personnes telles qu'elles sont et là où elles en sont. C'est un premier entretien avec le père qui a frappé son fils. La chef de service dit « Nous ne sommes pas là pour vous juger, nous sommes là pour permettre que la situation s'améliore pour les enfants. On essaye de vous aider pour que vous puissiez aider votre fils. Vous savez, on dit qu'être parent, c'est le métier le plus difficile au monde. Tous les parents font des erreurs. Ce qui est important, c'est de pouvoir trouver une autre manière de faire. Les enfants sont sensibles. » Et le père, il a commencé à pleurer. AMO prend en compte le côté social, psychologique et juridique et accompagné dans son cheminement. Tandis qu'au Japon, les différents aspects sont cloisonnés. Ah, ne parlez pas de couple, je ne suis pas une psychologue.
Ça, c'est la suite de l'entretien, donc participer au changement. L'éducatrice, elle dit, est-ce que vous pensez possible de dire à votre enfant ce que vous avez dit ici, lui expliquer pourquoi vous l'avez tapé, ce que vous avez vécu dans votre enfance, que vous trouvez que votre fils vous ressemble, que ce n'est pas parce qu'il est mauvais que vous l'avez tapé. Dites-lui que vous l'aimez, que votre fils est précieux pour vous. Nous avons bien compris votre sentiment envers votre enfant, mais peut-être que votre fils est confus. Il a peut-être besoin de comprendre que vous l'avez éduqué comme vous avez vécu, mais vous pensez qu'il y a la nécessité de trouver une autre manière. On voit ici la bientraitance des professionnels vis-à-vis des familles. Les familles peuvent se sentir respectées. Il ne s'agit pas de culpabiliser les parents, de pointer les problèmes des enfants, essayer de comprendre d'où viennent les difficultés et tenter de les faire évoluer. Tandis qu'au Japon, il y a les programmes de bientraitance qu'on dit aux parents de venir 2 fois par semaine. Et puis, ils doivent venir pour apprendre, mais la situation sociale ne sont pas prises en compte. Donc, les valeurs défendues par les professionnels en France, c'est le processus en continu, pouvoir prendre le temps nécessaire, individualisé, humain, avoir des valeurs partagées et des outils. Je souligne, au moins, il y a une bonne recette et les ingrédients que vous savez qu'il faut mettre. Avoir des personnes disponibles, le temps, ces personnes aient des outils de travail, vocabulaire qui peut faire la carrière, et ces personnes soient autorisées à mettre en valeur leur créativité pour développer leurs compétences, et ce qui mènera au développement de métiers. Sans l'humain, le temps, le vocabulaire et les notions pour œuvrer dans le travail social pour protéger les enfants, ce serait juste de contrôle qui ne mènerait pas au changement des situations. Tout en sachant qu'actuellement le travail social est mis à mal et certaines associations perdent les moyens de travail, ces valeurs ont été créées sur le terrain par des professionnels, par le militantisme, ce qui est très inspirant et encourageant. Avec toute ma gratitude et ma reconnaissance. Et je remercie particulièrement CNAEMO de Paris de Fondation Olga Spitzer qui a soutenu mes recherches depuis 4 ans, et puis le groupe régional CNAEMO Île-de-France qui a partagé beaucoup de temps de réflexion avec moi. Merci beaucoup. Merci infiniment pour cette très bel exposé. Alors, j'ai parlé de Lévi-Strauss tout à l'heure. Lévi-Strauss disait que l'anthropologie, ce n'était pas le goût de l'exotisme, mais il y avait quand même des dimensions un peu exotiques dans votre propos. On apprend qu'il y a un ministre de l'enfance au Japon et que les Japonais pensent que les politiciens en France sont plus intelligents qu'au Japon. Bon, voilà, voilà. Mais voilà, pour être un peu sérieux, vraiment, je trouve que c'est un excellent travail qui vérifie donc cette règle essentielle de l'approche anthropologique, je le rappelle, observer près de soi, savoir porter son regard au loin. Et puis, grâce à votre regard, je crois qu'on apprend aussi mieux sur soi, grâce à ce regard éloigné et cette capacité à observer auprès. Et puis, je crois que c'est la raison sans doute pour laquelle l'Assemblée a aussi bien réagi à votre propos, c'est que vous redonnez de l'espoir, un élan et une raison d'avoir foi dans le travail social et dans la protection de l'enfance. Alors voilà, il nous reste du temps pour des questions, et je pense qu'il y aura des questions. Pavot, peut-être avant, non, c'est après, Pavot après. Dans 5 minutes, d'accord, très bien. Alors, les questions d'abord. Vous les avez intimidés? Pas de questions.
une question, devant. Bonjour, je suis chef de service en AEMO renforcé sur Paris. J'avais une question, vous l'avez un petit peu abordée, mais ma question ce serait, mais quel est le statut, la place de l'enfant au Japon? C'est un peu vaste. Le droit de l'enfant, ce sont les parents qui assurent. Même si dans la loi c'est écrit que l'État et les communes ont la responsabilité d'assurer l'enfant, s'il y a la maltraitance, les parents sont condamnés et il n'y a personne d'autre qui va être mis en responsable. Autre question? Oh, là-bas, tout au fond, au dernier rang, là au dernier rang, plutôt sur la gauche. Bonjour Akiko, c'est Sophie. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment sont traitées les questions de violences sexuelles au Japon? Peut-être tu connais plus que moi. Non, tu connais mieux que moi. En fait, comme il faut prouver la maltraitance grave, donc finalement, les enfants qui sont placés, la plupart, c'est maltraitance physique. Donc, officiellement, ils disent que la maltraitance sexuelle, c'est très rare au Japon. Donc, et aussi, comme il n'y a pas de brigade de protection des mineurs et puis il n'y a pas de juge des enfants, donc par exemple, même si un mineur, il dit qu'il est victime, ce sont les parents qui doivent aller à la police. Donc, par exemple, si c'est le papa ou le grand frère qui est l'auteur, très souvent, la mère ne va pas faire ce choix d'aller à la police. Et le coupable ne va pas se dénoncer non plus à la police, non. Très bien. Une autre question? Je ne vois pas. Oui, là-bas. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre exposé. Moi, je suis chef de service en AEMO à Losé. J'avais une question sur comment vos recherches, vous les faites vivre au Japon? Est-ce qu'il y a un groupe avec vous qui réfléchit sur ces questions? En fait, pendant longtemps, j'étais comme une personne qui fait la poterie, qu'il n'y a personne qui vient acheter. Mais c'est seulement depuis à peu près 2 ans que le taux de natalité a chuté. Donc, par exemple, à Tokyo, c'est moins de 1, c'est 0,99. Et puis, c'est maintenant que les adultes ils ont commencé à dire qu'il y aura moins de personnes qui vont payer la retraite. Et comme ça, on ne pourra pas toucher la retraite. Donc, il faut peut-être parler plus autour de l'enfance. Mais, et aussi, comme il y a eu des pressions internationales, parce que les foyers MEX étaient de 50 à 100 effectifs, très éloignés de la ville, mais de mettre les enfants, permettre les enfants à vivre dans un endroit plus familial. Donc, il y a un recrutement massif des assistantes familiales. Ce sont les médecins de PMA qui reçoivent les couples qui souhaitent leur propre enfant, comme les fécondations in vitro, qui ont l'obligation de proposer à ces couples de devenir famille d'accueil. Et la formation, c'est seulement 2 jours. Donc, il y a des départements que 55% des enfants ont été rendus au foyer. Donc, c'est un peu le moment où les politiques sont en train de changer. Donc, soudainement, il y a des personnes qui sont intéressées à mes recherches, parce que jusqu'à il y a 3 ans, il y avait même une inspection de police sur ce que j'écris. Je n'ai rien dit sur le Japon vers les Japonais. Je dis seulement en France, on fait comme ça. Mais même, il y a des personnes qui pensent que c'est la critique vers le Japon. Tandis qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées. Donc, je pense que c'est en train de changer un tout petit peu.
Et surtout, par exemple, quand je travaillais en tant qu'assistant social au Japon, il n'y avait aucun fait divers. Sur le terrain, bien sûr, ça se passe des choses, mais les journalistes étaient presque 100% des hommes. Et pour eux, c'était pas, par exemple, on peut avoir un accident, mais on ne va pas être orphelin demain. Donc, c'était pas dans les actualités. Mais ma génération, il y a un tout petit peu plus de journalistes femmes, mais vraiment des personnes qui écrivent des articles sur ce que je fais. C'est pratiquement que des femmes, et puis quelques hommes qui m'ont dit après qu'il a vécu une violence éducative où il avait des parents alcooliques, mais personne n'avait aidé. Donc ça commence à bouger peu à peu. Oui, bonjour, Gabriel Dayan, éducateur. J'ai ressenti une grande solitude chez l'enfant, chez les jeunes et chez les professionnels aussi. Et je m'interrogeais donc sur l'outil réseaux sociaux. Très en vogue, hein. Au Japon, on peut voir toutes sortes de vidéos, de TikTok, etc. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut aider un jeune, une jeune en détresse? Voilà. Enfin, en attendant que les politiques entendent ces jeunes et ces professionnels aussi. Le ministère a réfléchi la même chose. Donc, à partir de CP, tous les enfants ont les tablettes qui sont fournies par l'école. Et puis, même s'ils ne viennent pas à l'école, s'ils répondent à quelques questions, ils sont comptés en tant que présents. Donc, au lieu d'avoir des bagarres à l'école, se sentir pas bien, faites des amis sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la politique de l'État actuellement. Donc, par exemple, le lycée où il accueille le plus d'enfants au Japon, ils ont 45 000 élèves. Et c'est un lycée qu'ils ont besoin d'aller aucun jour à l'école. Comment dire, ça se passe seulement en ligne par les vidéos. Mais il paraît qu'ils n'ont jamais eu un harcèlement scolaire. Mais par contre, moi, je pense qu'il y a beaucoup de violence sur le réseau. Par exemple, j'écris beaucoup d'articles en ligne. Mais la plupart des commentaires sont des commentaires très durs, comme si tu n'es pas content du Japon, ne reviendras jamais. La prochaine fois que tu reviendras au Japon, tu auras une très mauvaise expérience, des choses comme ça. Donc, même les adultes, j'ai l'impression que même s'ils sont très gentils devant tout le monde, ne râlent pas. Peut-être à la maison, ils sont en train de taper des choses méchantes. Et donc, ce que j'apprécie beaucoup, c'est la solidarité entre les professionnels, parce que je ne reçois pas les commentaires par les professionnels au Japon dans les réseaux. Parce qu'en France, sur LinkedIn, s'il y a un fait divers, avec les commentaires, on fait parler. Et c'est comme ça qu'on fait bouger des choses. Oui. Bonjour, Michael, éducateur spécialisé. Je découvre un peu l'ambiance du Japon et à chaque fois j'ai l'impression qu'on est encore le 1er avril. Je suis choqué et je voulais savoir si si on part du principe que chaque enfant va devenir un jour un adulte, si vous aviez un petit peu un regard sur comment la population grandit, sur les traumatismes à l'âge adulte, la psychopathologie, toutes les répercussions en fait. Par exemple, c'est juste récemment que le lycée est devenu, comment dire, pas vraiment gratuit, mais il y a l'argent qui est aidé pour les familles. Mais par exemple, pour faire les études supérieures, comment dire, par exemple, si on veut devenir médecin, c'est comme 20 000 € par an des études. Et comme ça veut dire que les médecins, ce ne sont pas forcément les personnes qui sont intéressées à comment dire, la santé pour tout le monde, la prévention pour tout le monde. Et donc, finalement, comme l'éducation est coûteux, donc on pense que c'est parce qu'on a financé notre enfant et c'est parce que j'ai, par exemple, fréquenté une école soutien scolaire après l'école que j'ai ma carrière. Donc, comme ça, on pense que c'est comment dire, ma réussite, c'est grâce à mon effort. Et puis, on a moins de réflexions sur les autres personnes.
Et ça, je pense que c'est très difficile. Et en plus, par exemple, si on ne cotise pas la retraite, un certain temps, on ne reçoit pas la retraite. Donc, les personnes qui reçoivent le RSA, 55% des personnes sont des personnes de plus de 65 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui finissent la vie sous le minima sociaux. Et en plus, les personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté, en France, c'est plus que 90% de personnes, ils reçoivent un certain aide. Mais au Japon, les personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté, c'est moins de 20% de personnes qui reçoivent quelque chose. Donc, ils préfèrent mourir de faim plutôt que de demander de l'aide. Donc, je pense que cette manière de penser, il faut que je me protège, sinon je ne sais pas si je pourrais survivre. Et finalement, par exemple, pour l'argent, mon énergie, j'utilise seulement pour moi-même. Et comme ça, ça coupe toutes les solidarités. On reste dans le groupe. Salut Kiko, c'est Norbert. C'est la personne qui m'a reçu à mon premier stage, il y a 8-9 ans. Je pense qu'on a tous vraiment apprécié que tu nous rappelles la part extrêmement importante du militantisme dans le travail social en France. Ça nous a fait du bien de nous le rappeler, on a à se le rappeler régulièrement. On a reconnu, et c'est reconnu, et félicitations pour ta thèse, toute la valeur de ton travail de recherche. Je voudrais juste, je pense au nom de tout le monde ici aussi, te féliciter pour ton militantisme. Voilà. Bonjour, je suis travailleur social dans un service d'AEMO, celui de Norbert Giuliani. J'ai donc beaucoup de chance. Je pensais au film de Koreeda, vous savez, qui dénonce, il a fait plusieurs films qui dénoncent la maltraitance, notamment celui qui a été primé à Cannes, Une histoire de famille, il y a quelque temps, puis un autre, vous savez, où la mère arrive avec son enfant caché dans le métro, dans une valise, puis les abandonne progressivement jusqu'à ce qu'il y ait un des enfants qui meurt au sein de cette fratrie de 3, sans que personne ne s'en émeuve, etc. Donc ça dénonce enfin, exactement ce que vous nous présentez là en début d'entretien sur la place de l'enfant dans la société. Et je voulais savoir si vous avez le sentiment que des intellectuels, type cinéastes, écrivains, autres, parviennent un peu à se mobiliser pour faire changer le regard de l'enfant dans la société japonaise. Je pense qu'il y a des personnes qui font ça, mais beaucoup moins qu'en France, parce que, par exemple, les travailleurs sociaux, on ne pouvait pas dire nos avis. Les journalistes, ils sont strictement des salariés. Donc, même s'ils me font des entretiens, finalement, la plupart ne va pas être, publiés. Et puis, les chercheurs aussi, par exemple, dans les colloques, au début, ce sont les personnes de ministère qui présentent. Et après, les chercheurs, ils disent, donc, d'après mes recherches, ça souligne que ce que dit le ministère est vrai. Donc, c'est beaucoup moins de critiques. Mais, par exemple, il y a le film qui passe actuellement, Black Box Diaries. C'est une femme qui a été violée à 25 ans. Elle a filmé toutes les personnes qui a fait l'enquête, des choses comme ça, par le film Caméra cachée. Elle est très, très, très attaquée au Japon par les féministes. Parce que des gens ils disent qu'elle montre la honte de pays à l'étranger, mais elle est aussi une très grande militante qui est en train de lutter contre la violence sexuelle faite aux femmes au Japon. Je crois que vous faites preuve d'une grande humilité, parce que s'il y a des intellectuels qui font bouger les choses au Japon, vous en faites partie, c'est évident. Oui. Je crois, hein, vraiment. Mais, par exemple, quand je suis venue au Japon, en France, j'étais très étonnée parce qu'au Japon, des gens me disent « Ah, mais tu as arrêté d'être fonctionnaire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es toujours freelance, tu travailles, tu fais des recherches sur le social, est-ce que ça gagne ?» Mais tandis qu'en France, « Oh, vous avez des vocations !» C'est tout à fait autre valeur.
Peut-être une toute dernière question. C'est vous qui choisissez. Allez, les deux. Allez-y, Michel Julien. Oui, je suis administrateur de service de protection de l'enfance, où Norbert est directeur. Akiko, je voulais te poser une question. Il y a 2 ans, j'ai participé à la réalisation d'un court-métrage au Japon avec une équipe de pédopsychiatrie de Montpellier. Le thème en était les adolescents qui s'enferment dans leur chambre et qui ne sortent pas. Hikikomori. Voilà. Et il se trouve qu'on a eu la chance d'avoir des services à Tokyo qui s'occupent de ces adolescents. Donc, je n'ai pas tout à fait compris si le système était associatif. Ce que je pense, c'était des militants qui avaient créé des foyers pour accueillir ces adolescents. C'était un travail très, très lent et très difficile, mais qui marchait parce que les premiers jeunes qui ont été accueillis servaient par la suite pour pouvoir faire admettre des jeunes qui se trouvaient dans cette situation. Et c'était remarquable parce qu'il y avait ça donnait des résultats qui étaient super. Et cette équipe de pédopsychiatrie s'était rendue au Japon pour voir comment ils pouvaient adapter en France ce système. Et donc, nous avons pu créer sur Montpellier, en France, des services en pédopsychiatrie qui ont travaillé sur ça, sur l'accueil de jeunes qui étaient enfermés dans leur chambre, qui ne sortaient pas, qui étaient nourris à travers la porte. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Mais ça illustre très bien la différence de ce système. Donc, au Japon, ce n'est pas par rapport aux besoins qu'il y a les services. Donc, c'est autour d'une personne très impliquée, qu'il y a quelques personnes qui sont aidées, mais la plupart des autres personnes, par exemple, il faut payer. Dans mon département, il n'y a aucun, par exemple, le département où je viens, il n'y a aucun pédopsychiatre. Si l'enfant fait une tentative de suicide, il va chez le généraliste. Mais tandis qu'en France, s'il y a le besoin, on essaye pour avoir un milieu ouvert partout dans la France. Donc, au Japon aussi, bien sûr, il y a des personnes impliquées un peu à droite et à gauche, mais ça ne suffit pas du tout. Merci beaucoup. Akiko, on peut encore vous applaudir. Je vais vous voir après. Voilà, Pavot. Et oui, quel plaisir de dessiner Akiko. Alors, ce n'est pas la première fois que je le fais, mais c'est la première fois que je suis sur le Mirador et elle sur scène. Alors,